connaîtrais pas très bien la bibliothèque de la Sorbonne, je me présente, je suis chargée de collection en histoire médiévale et moderne ici à la BIS. Et depuis maintenant 4-5 ans, on organise des séances comme celle-ci pour mettre en valeur les publications des éditions de la Sorbonne, qui sont des presses universitaires de Paris 1, université à laquelle la bibliothèque de la Sorbonne est rattachée, ce qu'on ne sait pas assez. Et lorsqu'on a étudié le programme de l'année, j'ai tout de suite dit, mais on va inviter Aude, puisque Aude, je la connais depuis que je travaille ici. Et j'ai assisté à la fameuse HDR dont il est question. Donc, je te laisse maintenant la parole. Merci, Catherine. Directeur. Merci beaucoup, Catherine. D'abord, je remercie la Bibliothèque de la Sorbonne et les éditions de la Sorbonne de m'offrir l'occasion de présenter ce livre qui m'a pris beaucoup de temps dans ma vie, qui est le fruit de plus de 10 ans de travail et qui est effectivement issu du mémoire inédit de mon habilitation à diriger des recherches que j'ai soutenu en janvier 2017 sous le garant étant Patrick Boucheron. Et donc aujourd'hui, je suis directrice de recherche CNRS au LAMOP, donc Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris, fondé par monsieur ici présent en 1930, il y a 20 ans. Voilà. Et donc, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire, voilà, ça m'a coupé. Et donc, je vais présenter un petit peu mon parcours avant de venir plus précisément à la présentation du livre. Puisqu'on m'a dit que la présentation des parcours, c'était en général ce qui intéressait les étudiants. Alors, moi, je suis un pur produit de l'université Paris 1, parce que je suis entrée il y a longtemps. Au départ, je ne voulais pas du tout faire d'histoire médiévale, j'étais partie pour faire de l'histoire contemporaine, du journalisme, etc. Et puis, il se trouve qu'en deuxième année, puisqu'à l'époque on commençait l'histoire médiévale en deuxième année, j'ai eu des enseignants qui m'ont fait tomber dedans, en fait. Voilà, donc c'est là que j'ai commencé à lire les auteurs de référence de l'école, de l'époque, et plus généralement l'école des annales, l'anthropologie historique, etc., etc. Et parmi mes lectures de l'époque, il y a quand même un livre qui m'a... Enfin, il y en a plein qui m'ont profondément marqué, mais il y en a un qui a vraiment résonné en moi, c'est l'imaginaire médiéval de Jacques Le Goff, qui est paru, je crois, en 1985, si je ne m'abuse, dont la préface a vraiment résonné pour moi comme une formulation de l'importance de traiter les textes littéraires comme des objets d'histoire, des véritables objets d'histoire, pas comme juste des illustrations sympathiques. Et donc, une fois ma licence obtenue, c'était encore l'époque où il y avait un DUG avant la licence, ma chargée de TD de l'époque, Elisabeth Mornay, m'a orientée vers Jean-Philippe Jeunet, donc présent, qui à l'époque n'avait pas encore soutenu sa thèse d'État, on disait encore thèse d'État à l'époque, encore habilitation. Et donc du coup, bon, j'étais officiellement avec Claude Govard, mais peu importe. Parce qu'elle m'avait proposé de travailler sur autre chose que sur la France, parce que sur la France il y avait déjà beaucoup de monde, sur autre chose que sur l'Italie, parce qu'il y avait aussi déjà beaucoup de monde à cause de l'école française de Rome, et il se trouve que j'avais un goût déjà certain pour l'Angleterre, et que donc Jean-Philippe était spécialiste, un des rares spécialistes français de l'Angleterre médiévale. On est 2 parmi les 7 ou 8 qui existent en France, hein, donc là vous avez déjà au moins 10% d'historiens sur l'Angleterre. Donc à l'époque, il m'a proposé de travailler sur des poèmes les plus importants du XIVe siècle, qui s'appelle en anglais Piers Plowman, en français Pierre le Laboureur, de William Langland. Et il se trouve que c'est un poème extrêmement complexe parce qu'il est écrit en vers allitératif, donc avec répétition des consonnes au sein d'un même vers. Ce qui fait que du coup le vocabulaire doit être extrêmement varié et qu'à l'époque il n'y avait pas de cours de moyenne anglais. Donc je me suis formée sur le tas
avec l'aide de ma mère aussi, qui était bilingue, je dois dire. Et du coup, j'ai traduit ce texte, qui a été ma première publication donc en 1999, à la fin de ma maîtrise, aux éditions de la Sorbonne. Voilà. Et de fait, je suis toujours convaincue que la traduction est toujours un exercice essentiel pour apprendre une langue, même si c'est traître, et que même si certains ont dit que c'était impossible de faire des traductions, je pense que c'est quand même important pour la communication humaine, et qu'en l'occurrence, ça constitue un aspect essentiel de la problématique des transferts culturels, et il se trouve que c'est devenu aussi un de mes objets d'étude. Donc ces premiers travaux sur la littérature en anglais à la fin du Moyen-Âge, donc en maîtrise et en débat, m'ont permis de m'initier à des réflexions épistémologiques issues des spécialistes anglophones, donc anglais, américains, canadiens. L'idée de littérature canonique y étant aussi ancrée qu'en France, mais à partir des années 70, les études littéraires médiévales, d'abord en Angleterre, ont profondément évolué, en partie dans le sillage dans ce qu'on appelle les Cultural Studies. Or, il faut rappeler que les Cultural Studies, ce n'est pas du tout américain, à la base, c'est anglais, et ça a à l'origine été développé par des historiens marxistes, afin d'intégrer dans leurs analyses une dimension culturelle que Marx n'avait pas vraiment développée à l'époque. Voilà. Et ce n'est que plus tard qu'elles ont évolué vers leur forme actuelle, qui porte souvent à controverse, principalement là aux États-Unis, dans le contexte de la multiplication des recherches concernant les minorités, de la diffusion de ce qu'on appelle du postmodernisme et du tournant linguistique. Et dans les années 80, beaucoup de chercheurs ont, sans pour autant adhérer à toutes ces théorisations, parfois un petit peu poussives, il faut bien le dire quand même, adopté de nouvelles approches regroupées sous l'appellation New Historicism. Donc le nouvel historicisme, même en anglais, enfin en français, ça ne sonne pas très bien. Et il y a certains médiévistes vraiment importants comme Paul Strom, Anne Middleton ou James Simpson, qui ont vraiment répondu à certaines des questions que posait Le Goff. Donc il y avait parce que du coup, moi j'étais nourrie aux deux traditions, puisqu'ils insistaient vraiment sur la possibilité de considérer sérieusement les textes littéraires, au sens le plus large du terme, non seulement comme des documents historiques analysés dans leur spécificité, donc pour participer à la compréhension d'une société donnée, mais aussi comme un agent de transformation de la dite société. La littérature peut changer le monde, d'autres termes. Donc tout ça m'amena à mon doctorat que j'ai passé que j'ai soutenu fin 2002, qui portait sur Pierre le Laboureur encore, mais aussi sur d'autres poèmes allitératifs contemporains. Et j'ai tenté vraiment d'emprunter l'ensemble des thématiques traitées par leurs auteurs, donc qu'elles soient politiques, religieuses, sociales, culturelles, etc. Et pour ça, j'ai évidemment continué à lire des œuvres historiques, françaises et anglaises évidemment, mais aussi des anthropologues, en particulier Jack Goody, qui m'a énormément influencée, qui est spécialiste de l'anthropologie de l'écrit, et plus particulièrement de la littératie, c'est-à-dire l'aptitude à lire et à écrire. C'est aussi un anglicisme, même si maintenant il est accepté en France sous une graphie française, qu'il a forgé avec Yann Watt, donc son compère, et qui est très utile pour les médiévistes, même si Goody lui-même s'est assez peu intéressé, même pas du tout intéressé au Moyen-Âge, mais c'est un concept qui permet de souligner la malléabilité des processus de transmission, et aussi l'idée que l'introduction de l'écrit peut revêtir aussi bien une force dynamique de progrès, etc., qu'une forte dimension conservatrice au service des élites religieuses en particulier, et devenir un puissant outil de domination. Et dans une certaine mesure, ça rejoint aussi, me semble-t-il, les réflexions de Pierre Bourdieu sur les relations entre langage et pouvoir symbolique, qui ont également joué un rôle important dans mon parcours. Quant au concept forgé par mon voisin, celui de la genèse de l'État moderne n'a
peut-être pas été celui qui m'a le plus marqué, même si j'ai grandi dedans, donc forcément, ça va imprégné. En revanche, ce qui m'a le plus marqué comme concept, c'est votre définition du système de communication et celle de la société politique. Et en particulier pour la société politique, entendue comme, je vous cite, le lieu de gestation du consentement, constitué par tous ceux qui ont une relation de pouvoir, que cette relation soit directe ou indirecte, proche ou lointaine, centrale ou périphérique, m'a vraiment aidé à inscrire mon analyse de texte littéraire dans un contexte social, spécifiquement social. Et en ce qui concerne le système de communication, ça m'a ouvert la voie pour envisager les œuvres que j'étudiais justement comme les éléments d'un système en relation avec ses composantes, l'iconographie, etc., etc. par exemple. En outre, et ça c'est en grande partie en lisant les travaux de Paul Ström, il m'est assez vite apparu qu'il fallait envisager la réception des textes que j'étudiais. Et donc je me suis intéressée à la théorie de la réception élaborée par Hans Robert Jauss, dont l'impact sur la critique anglophone, lui est allemand, mais l'impact sur la critique anglophone et plus tard française, mais beaucoup plus tard, a été très fort. Et je me suis aussi attachée à l'analyse des manuscrits et des indices de diffusion des œuvres de mon corpus. Alors surtout Pierre le Laboureur, parce que là il y a plus de 50 manuscrits, ce qui est énorme hein, pour un texte médiéval. En général, les autres c'était 1 ou 2 ou 3 manuscrits. Ce qui m'a par ailleurs été facilité par la présence sur la MOP des pionniers de la codicologie quantitative, Ezio Ornato et Carla Bozzolo. Donc j'ai appris à étudier un manuscrit, voilà. Et enfin, dernier point, mais non des moindres, je me suis vite aperçue que je ne pouvais pas étudier ces textes sans réfléchir sur la langue dans laquelle ils étaient écrits, surtout au vu de la complexité linguistique de l'Angleterre dans les derniers siècles du Moyen-Âge, marquée par la cohabitation du latin, du français, de l'anglais et des langues celtes. Donc c'est quand même un joyeux mélange. Et la langue, comme la littérature, est un objet d'histoire à part entière. Donc, évidemment, je vais y revenir. Dans ces conditions, il fallait bien que je m'intéresse à la linguistique, donc, ou au moins à certains courants, parce que c'est difficile de parler d'une linguistique au singulier. Donc d'une part, je me suis fortement intéressée à la sociolinguistique, évidemment en rapport avec mon sujet. Et là, je renvoie par exemple, bon, je vous épargne les noms anglais, enfin les anglophones, mais il faut aller voir les travaux de Serge Lusignan, qui écrit en français et en anglais, qui est canadien, et qui a vraiment été très 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 important pour le renouvellement de la sociolinguistique, justement dans une dimension historique. Hein. Je pense d'abord à son ouvrage La langue des rois, hein, si je ne m'abuse, où il étudie justement le français en France, en Angleterre, etc. Et d'autre part, l'autre grand axe linguistique, ça a été la sémantique historique et ce qu'on appelle la linguistique de corpus, donc en lien avec l'analyse lexicale. Là, j'ai pas tellement eu le choix, en fait, pour l'analyse lexicale. Et donc, je me suis plongée dès mon DEA, en fait, vers l'analyse lexicale, qu'on appelle aujourd'hui textométrie, plus volontiers, de manière plus englobante, à une époque où les humanités numériques n'existaient pas encore et où on faisait beaucoup de choses à la main. Donc, c'est des méthodes qui ont été élaborées dans les années 1970-1980, pour la plupart, et qui ont été sous-tendues par plusieurs courants de la linguistique, par exemple l'analyse de discours, mais ces dernières années, enfin ces 2 dernières décennies même, des linguistes ont renouvelé énormément de problématiques relevant de leur discipline, dont certaines me sont quand même utiles pour l'historien, dans le sens où elles convergent vers une sémiotique générale des cultures. Donc là je cite François Rastier, qui a beaucoup participé à ce renouvellement. La linguistique de corpus participe du programme comparatiste entre langues, mais surtout elle permet de poursuivre ce programme au sein même de chaque langue, en comparant entre eux les discours, les genres et les textes. La sémantique différentielle réunit les conditions pour participer à ce projet, qui a l'ambition de restituer la complexité et la diversité interne des langues et des textes.
Donc pour l'historien, celui surtout des temps reculés, qui n'a que des fragments du système, hein. On n'a pas les masses et masses de sources de l'histoire du contemporanéiste. On doit sans cesse les cartographier pour tenter d'en comprendre le sens et évidemment constituer des corpus problématisés. Et donc pour l'historien, c'est quand même des réflexions qui me paraissent cruciales, surtout qu'elles prennent en compte le mouvement de fond actuel qui est la croissance exponentielle des corpus numériques et le développement de leur annotation, en XML principalement, auquel que toutes les sciences humaines sont inévitablement confrontées, hein, en sociologie, en histoire, peut-être en anthropologie. Alors, pendant très longtemps, il faut reconnaître que la plupart de mes collègues n'étaient pas particulièrement attirés par ces méthodes, voire les considérer comme complètement inutiles, voire les considérer comme nuisibles. Bon, je vous passe, j'ai écrit sur la question pour que je vous renvoie à ça. Toutefois, la taxométrie, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il ne faut pas l'utiliser toute seule, mais elle peut éclairer à la fois, et c'est évidemment ce à la fois qui est important, les structures et les nuances d'un langage, d'un corpus donné. Encore une fois, on travaille sur un corpus. On ne travaille pas sur un état de langue qu'on n'a pas de toute manière. Par exemple, les textes médiévaux, en tout cas à la fin du Moyen-Âge, sont souvent saturés de conventions littéraires et rhétoriques, à tel point, et c'est pour ça que beaucoup d'historiens les considèrent comme inutilisables, hein, c'est des clichés qui sont sans cesse répétés, des stéréotypes, etc. Et donc, en gros, ils n'ont rien à dire, quoi, enfin, on ne peut pas les interpréter. Alors, c'est faux, évidemment, il n'y a pas que des clichés, sinon ce serait quand même pas drôle. Et deux, une analyse fine permet de mettre en lumière, d'une part, ces conventions, de mieux les cerner aussi, et de montrer que ces conventions, elles sont ancrées dans la société, et pas juste répétées comme ça pour le plaisir. Et deux, elles révèlent également les nuances et les interstices, tout ce qu'il y a entre les conventions, et où c'est là que on voit qu'il y a un petit peu de nouveau, un petit peu de choses qui va apporter une interprétation un petit peu intéressante. En outre, d'un point de vue purement heuristique, l'usage de ces méthodes permet de ne pas rester dans le flou d'un ou deux exemples, d'une ou deux citations presque toujours contestées, un autre bout de texte, hein. Dans tous les cas, c'est à mon sens une manière relativement objective d'aborder un corpus textuel qui est, cela dit, j'insiste, hein, complémentaire des autres approches. Alors, c'est vrai que ma thèse, quand elle a été publiée en 2007, était une des premières thèses à ma connaissance d'histoire à utiliser de manière systématique ces approches lexicométriques ou textométriques, comme on veut. Mais voilà, j'ai quand même fait des analyses strictement historiques, littéraires, voilà, c'est pas que ça non plus. Donc, du coup, ça m'a permis d'être recrutée au CNRS, voilà. Et donc j'ai été recrutée en 2004. Et donc mon programme à l'époque visait à relier l'histoire culturelle, linguistique, politique et sociale de l'Angleterre en analysant de gros corpus. Bon, évidemment, la vie a fait que j'ai ramené mes ambitions à la baisse, parce que ça reste compliqué encore en moyenne anglais d'utiliser des gros corpus, parce que c'est vraiment une des langues vernaculaires les plus instables de la fin du Moyen-Âge, donc c'est assez compliqué. Et puis, en plus, entre-temps, j'ai développé un autre axe de recherche qui était déjà en germe dans ma thèse, mais que j'ai développé, autour des langages politiques, plus strictement politiques, en particulier dans le cadre des programmes de Jean-Philippe et de Patrick Boucheron, et notamment de l'ERC Silent States, auxquels j'ai participé, et qui m'ont aussi permis de m'initier notamment aux travaux de Maurice Gottelier, que je connaissais mal, et notamment tout ce qui relève de l'idéal et de l'importance des idées dans la réalisation sociale. J'ai aussi commencé à construire, pour étudier ces langages politiques, j'ai constitué un corpus de poésie politique, et j'ai essayé parfois de le comparer aussi avec d'autres types de sources normatives, par exemple, et j'ai travaillé sur la représentation
des différents groupes de la société politique anglaise. Sur la royauté, j'ai aussi travaillé sur des notions politiques centrales, comme celles de bien commun, de peuple, de nation. J'ai aussi, ma réflexion a aussi évolué progressivement à la lumière des travaux sur la diffusion de l'aristotélisme politique, mais de manière appliquée, si je puis dire, notamment grâce à Ruedi Imbach et Catherine Koenig-Pralong, qui m'ont aussi beaucoup influencé. Puisque à la fin du Moyen-Âge, l'aristotélisme politique constitue quand même une composante essentielle des rapports entre une culture savante dominée par des gens de savoir, en latin, et des cultures vernaculaires dans le sens d'une autonomisation de ces dernières. Bon, après, je dis ça, mais mes deux axes sont complètement artificiels, puisqu'en fait, je mélange les deux. Donc, il y a des articles sur une thématique, voilà, mais ça, j'espère que ça apparaît dans le livre que je vous présente aujourd'hui, qui est donc le fruit vraiment d'un croisement méthodologique interdisciplinaire, quand même, même si je reste définitivement historienne, entre les outils textométriques, les analyses littéraires, les analyses historiques, les analyses codicologiques, etc. Et d'ailleurs, pour alléger la chose, j'ai mis toutes les annexes sur mon site internet, parce que vous pensez bien que 300 pages de tableaux, de graphiques, ils ne voulaient pas l'imprimer sur papier. Et personne ne le lit de toute façon, donc ça fait office de preuve. Mais j'ai quand même mis les résumés des prologues de tous les textes que j'ai étudiés. Donc j'en viens à la présentation de mon livre. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, à la fin du Moyen-Âge, l'espace anglais et britannique en général se caractérise par un multilinguisme, je vais y arriver, polarisé. Excusez-moi. Et alors là, j'ai repris la classification de Benoît Grévin dans son livre important qui est intitulé Le Parchemin des cieux et qui est paru en 2012, où il distingue principalement ce qu'il appelle la langue référentielle, qui est en l'occurrence le latin, la langue véhiculaire et courtoise, en l'occurrence le français, et les langues vernaculaires, en l'occurrence l'anglais et les langues celtiques. Alors, je vais donner ces définitions parce que c'est important. Selon lui, la langue référentielle est, je le cite, une langue disposant d'un prestige associé à la conservation des textes sacrés ou sacralisés, normés et grammatisés, privilégiée pour la communication écrite et par référence à laquelle s'organise la réflexion linguistique et la promotion éventuelle d'autres langues. Donc là, on vient un petit peu quand même à l'idée de Tchelkoudi sur la domination de l'écrit par les élites religieuses notamment, qui sacralisent l'écrit. La langue courtoise est pour sa part une élaboration d'un parler vernaculaire ou véhiculaire, acquérant un prestige et des formes particulières sous l'action d'une promotion liée au développement d'une culture de cour. Donc là, on est déjà plus dans le laïque, entre guillemets, on peut dire. Et la langue véhiculaire est employée pour... les deux sont très très proches, véhiculaire et courtois en général, l'un ne va pas sans l'autre. La langue véhiculaire est employée pour des raisons politiques, commerciales, administratives ou autres, comme langage commun par des populations différentes. C'est effectivement le cas du français à la fin du Moyen-Âge, qui est parlé dans toute l'Europe, pratiquement. Enfin, le terme vernaculaire s'applique à une langue en tant qu'elle est parlée au niveau local, dans une communauté restreinte, par opposition à la langue véhiculaire. Alors, il y a beaucoup d'études de ces dernières années qui ont réévalué l'importance et les modalités du multilinguisme à la fin du Moyen-Âge en Angleterre, au détriment de la notion consacrée au XIXe siècle par les philologues, qui était celle du triomphe de l'anglais, particulièrement avec Chaucer, mais qui a écrasé le français, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Et notamment, il y a eu énormément de travaux qui concernent le français d'Angleterre, qu'on a très longtemps appelé l'anglo-normand. L'anglo-normand, ça vaut pour le début, mais petit à petit, tout le monde s'est mélangé, donc maintenant on parle plutôt d'anglo-français ou de français d'Angleterre. Et a été nettement réévalué, mais malgré tout, même si on est revenu de cette idée du triomphe de l'anglais
auquel j'ai peut-être un petit peu cédé dans ma thèse moi-même, j'avoue, a quand même connu un réel développement au XIVe et XVe siècle. On peut dire qu'à la fin du XVe, c'est devenu une langue courtoise. Et ce qui est important aussi, c'est que les textes qui sont analysés dans ce livre, même s'il y a énormément de néologismes français, latin, etc., oui, que ce soit linguistique dans le lexique ou la syntaxe, c'est quand même des textes qui sont perçus comme anglais. C'est-à-dire que même si parfois on a même vaguement l'impression qu'ils sont bilingues, ou en tout cas truffés de français ou de latin, ils sont perçus comme anglais. Et donc là, on peut vraiment observer la construction consciente d'une langue anglaise sophistiquée dans un contexte de translatio studii, la translation des études, donc le transfert des connaissances assumées. C'est un concept qui a vraiment traversé tout le Moyen-Âge, de la Grèce à Rome à l'Europe. Cela dit, ce phénomène, il est évidemment inséparable des transformations historiques de la période, caractérisées par l'omniprésence de la guerre, pleine guerre de 100 ans, les conséquences de la peste noire, qui a, rappelons-le, fauché quand même en quelques mois entre le tiers et la moitié de la population, entre 1348 et 1350, sans compter tous les retours de peste. Marqué aussi, en tout cas pour l'Angleterre, par l'affirmation de l'État monarchique, malgré une grande instabilité politique, par un élargissement de la société politique, non sans fracture et tension, par le développement de la littératie et la croissance du nombre de laïcs cultivés, ou encore par l'apparition de la seule hérésie anglaise du Moyen-Âge, l'hérésie lollarde, très largement anticléricale, même si elle a aussi des côtés théologiques, et qui a eu de profondes conséquences sur l'institution ecclésiastique, et par là même sur le développement de l'anglais. Dans tous ces contextes multiples et qui s'entrechoquent, les débats sur la construction d'une communauté anglaise, si ce n'est d'une nation, le terme reste quand même délicat à utiliser, à mon sens, reste extrêmement vivace, et ce d'autant plus que sa construction n'implique en rien l'existence d'un consensus généralisé, ni même d'ailleurs l'adoption d'une langue unique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de textes en latin qui glorifient entre guillemets les Anglais. Il y a aussi beaucoup de textes en français qui glorifient l'Angleterre, la monarchie, par rapport à la France, etc. Donc là, c'est contrairement à l'idée canonique du XIXe siècle selon laquelle une nation égale une langue, non, c'est pas vrai. Cela dit, il est nécessaire d'explorer la formation culturelle et idéale de cette communauté par l'étude des relations perceptibles et perçues entre les groupes sociaux, mais aussi entre les individus qui constituent cette communauté. Donc en instituant en quelque sorte une dialectique entre ces deux pôles. Et là, j'ai utilisé, m'a beaucoup aidé, c'est le concept d'individuation posé par Jean-Claude Schmitt, qu'il envisage comme un processus. Et qui m'a paru adéquat pour rendre compte de cette dialectique, puisqu'il souligne que, je le cite, l'individu n'existe pas préalablement au process de son développement, il ne devient tel que par l'effet de son développement psychique et des formes de socialisation. En ce sens, l'historien doit tenter d'identifier les transformations sociales, culturelles, idéologiques qui, au XVe siècle, ont favorisé l'émergence de formes d'individuation spécifiques, mais sans prétendre que l'individu abouti, achevé, serait né à cette époque, ni à aucune autre d'ailleurs. Ainsi compris, le procès d'individuation n'est pas séparable des formes contemporaines de saisie du monde. C'est dans le... j'ai un trou, dans l'ouvrage qui est l'histoire du monde au XVe siècle, dirigé par Patrick Buchon. Mais pour comprendre le fonctionnement du champ de la connaissance dans l'Angleterre de la fin du Moyen-Âge, il y a un autre élément qu'il fallait prendre en compte. Dans une société qui est encore chrétienne dans sa totalité, c'est-à-dire ne pas séparer le profane et le dévotionnel, en tout cas ne pas faire une rupture tranchée entre les deux, ne pas envisager séparément le laïque et le clérical, mais voir les choses dans leur ensemble. Ça m'a permis, entre autres, d'approcher différemment la dialectique entre communauté et individu que je viens d'évoquer,
qui est pourtant prégnante dans tous les domaines politiques, avec la question du rapport au pouvoir et la nature de la domination des élites, religieux avec la question du rapport entre salut individuel et collectif, intellectuel avec la question du rapport entre un savoir individuel intériorisé et un savoir collectif communautaire. Et donc une des questions centrales de mon étude a été de comprendre en quoi la littérature, en anglais en l'occurrence, a pu participer à la constitution d'une société politique, d'une communauté, ou plutôt de différentes échelles de communautés, plus ou moins emboîtées, constituées d'individus conscients, hommes et femmes. Alors, vu la masse de la documentation disponible, puisque à partir du milieu du XIVe siècle, on commence quand même à avoir beaucoup de sources, j'ai choisi de me concentrer dans une optique d'histoire textuelle comparée sur un corpus de prologues et d'épilogues, donc encadrant une trentaine de textes de nature variée, donc des poèmes politiques, des chroniques, des textes bibliques, dévotionnels et théologiques, et des textes scientifiques. Alors il y a certaines de ces œuvres qui ont connu une très forte diffusion, à commencer par la Bible, Wyclifite, donc la Bible Lollard, qui est la première traduction en anglais intégrale de la Bible dans une langue vernaculaire, les autres étant des traductions partielles, et qui a été diffusée. Il nous reste 250 manuscrits, donc là ça a très largement dépassé les hérétiques. Les rois anglo-Angleterre en avaient aussi, c'était quand même bien pratique d'avoir la Bible en anglais. Il y a aussi des auteurs qui sont encore bien connus aujourd'hui, en tout cas en Angleterre, en particulier Geoffrey Chaucer, qui est le seul que les Français connaissent en général, mais aussi John Gower, Thomas Hockley ou John Gate, qui sont très connus en Angleterre. D'autres auteurs qui sont anonymes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces paratextes ont une relative unité formelle, et du coup ça permet d'aborder des œuvres ensemble, alors que d'habitude elles ne sont pas abordées ensemble. Et évidemment, j'ai pris en compte tout leur contenu en arrière-plan. Donc j'ai tenté, j'espère avoir réussi, de démontrer que ces prologues et ces épilogues, ils peuvent non seulement être considérés comme des lieux de construction textuelle, mais aussi d'une certaine manière comme des lieux de sociabilité où se croisent les écrivains, leurs autorités, leurs sources, leurs autorités, leurs lecteurs ou auditeurs, on écoute beaucoup lire encore à l'époque, dans la mesure où s'y expriment des enjeux culturels et politiques et des rapports sociaux tout à fait concrets. Alors certes, la volonté des écrivains d'expliciter et de justifier l'usage de l'anglais, conjuguée au poids de la traduction, les a évidemment obligés à reprendre des conventions, voire des stéréotypes, mais ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart des textes considérés, ces conventions, elles sont manipulées en fait. Elles sont manipulées afin de créer des nouveaux espaces discursifs, ou au moins d'élargir les espaces existants, même s'il ne faut pas sous-estimer les différences au sein du corpus, évidemment. Par exemple, un seul exemple, les usages absolument innombrables et multiples du topos d'humilité. Donc le topos d'humilité, tout le monde dit oui, c'est mal ce que j'ai écrit, je suis mauvais, pardonnez-moi, etc. Et ça a toujours été pris au pied de la lettre, enfin ça a très longtemps été pris au pied de la lettre par les chercheurs et en particulier les critiques littéraires. Qui disaient, du coup, vous voyez, il est mauvais puisqu'il dit qu'il est mauvais. Oui, parfois, vous savez. Alors qu'en fait, ils retournent complètement le topos d'humilité pour dire qu'en fait, ils sont très bons. Voilà. En outre, l'analyse des négociations constantes des écrivains avec les autorités divines ou ecclésiastiques, princières ou aristocratiques, classiques, mais aussi parfois fictionnelles, on invente, a montré que tout en étant conscient des difficultés contextuelles ou structurelles rencontrées, ces écrivains étaient bien des auteurs, au sens où je l'entends, c'est-à-dire des individus conscients de la singularité de leur production textuelle. J'essaie de trouver une définition neutre. Pour pas tomber dans le problème de l'auteur canonique. Mais cette affirmation, évidemment, n'a pas été linéaire et elle n'a pu se placer que dans une conscience assumée de partage de l'autorité, dans une relation de réciprocité qui n'était évidemment pas forcément horizontale et même souvent pas du tout horizontale.
notamment dans les relations entre patrons et enfin, entre commanditaires et commandités. Ça, c'était pour la première partie. La deuxième partie, j'ai travaillé sur l'existence d'une porosité des frontières entre clerc et laïc, qui est vraiment renforcée par l'étude de la réception des textes, qui a permis de souligner la diversification, en tout cas au XVe siècle, des lectorats. Cette diversification elle reflète autant qu'elle nourrit les développements de la littératie et plus généralement les transformations du système de communication, même si, il ne faut quand même pas tomber dans le délire démocratique, les lecteurs entreaperçus restent quand même pour l'essentiel une minorité privilégiée, mais une minorité de plus en plus laïque. Ça c'est quand même très important. Et l'étude de leurs réponses, les annotations dans les manuscrits, les illustrations, etc. En tout, j'ai quand même mon corpus, ça fait plusieurs centaines de manuscrits, hein, donc j'en ai lu un certain nombre, ont par ailleurs montré la persistance de traditions toujours marquées, entre autres, par la profondeur du pouvoir symbolique de l'Église. Mais l'étude de cette réception a également mis en lumière l'existence d'intérêts variés et de réactions spécifiques, souvent liées à des préoccupations contemporaines, par exemple pendant les guerres civiles. On trouve vraiment des préoccupations, des annotations se posant des questions. Voilà. Et la prise en compte des perceptions qu'exprimaient les auteurs du corpus vis-à-vis de leurs lecteurs a pour sa part suggéré qu'il existait des convergences entre au moins une partie de la réception réelle des œuvres, en tout cas telle qu'on peut la reconstituer, hein, qui est évidemment fragmentaire, et les publics attendus ou espérés par les auteurs. C'est-à-dire que finalement, ils ont touché leur public. Ils ont trouvé leur public, celui qu'ils voulaient, dans une ou plusieurs communautés textuelles constituées sur des fondements sociaux, géographiques, politiques ou institutionnels, dont certaines sont apparues dans les textes. Évidemment, le cas le plus évident, c'est les communautés monastiques. Pour prendre l'exemple le plus... Mais il y a aussi les communautés administratives à Londres, les communautés autour d'un grand noble, etc. Enfin, au-delà, j'ai quand même pu constater l'existence de la construction d'une communauté plus vaste, spécifiquement anglaise, certes en partie imaginée, parce qu'il faut prendre en compte les tensions, les lignes de fracture de la société anglaise à la fin du Moyen-Âge, hein, les révoltes, les guerres civiles, etc., mais pourtant de plus en plus robuste et cristallisée sur le plan culturel par l'ambitieuse entreprise de William Caxton, qui est le premier imprimeur anglais, enfin imprimé en Angleterre, et imprimé des textes anglais. Sachant que les textes en latin, ils arrivaient du continent, donc ils n'avaient pas besoin d'être imprimés sur place. Enfin, ceux qui ont essayé, en général, ils ont raté. Et enfin, le rôle des femmes, souvent négligé au prétexte de conception genrée peut-être parfois trop tranchée, a été bien réel, en particulier en ce qui a concerné la promotion de la littératie et de l'anglais. Dans ma dernière partie, j'ai étudié les réflexions des rédacteurs concernant les différents types de connaissances, ce qui a révélé des différences notables, que ce soit sur les questions de leur nécessité et ou de leur utilité, de ces différents types de connaissances, ou sur la pertinence de tel ou tel mode de transmission. Cela dit, l'analyse de ces modes de transmission a davantage révélé une grande complexité qu'une nette opposition entre apprentissage lié à la scolastique, à la raison, à l'expérience ou à l'imagination, alors que c'est souvent opposé par les chercheurs. Là encore, les frontières se sont révélées plus floues qu'au premier abord, et il en a été de même pour les différents types de connaissances, la connaissance de Dieu, la connaissance de soi, la connaissance du monde, malgré une opposition apparente entre différents groupes de textes. Et les analyses lexicales ont mis en lumière le fait que certains mots-clés, en particulier ceux qui concernent la connaissance et sa transmission, justement, n'apparaissent pas dans les oppositions. Donc il y a bien un socle commun, des passerelles qui sont apparues dans de nombreux cas, par exemple en ce qui concerne les rapports entre amélioration de soi et amélioration du monde, ou entre salut individuel et salut de la société, et réforme de la société. Donc voilà, l'idée vraiment c'était de démontrer à quel point il pouvait être fructueux d'envisager ensemble des œuvres et des genres littéraires qui sont généralement étudiés séparément. Presque tous les textes de mon corpus, à des degrés divers, ont participé
à la fois à la construction d'une société anglaise spécifique, mais aussi à une individuation des auteurs et de leurs lecteurs, sommés, dans la plupart des cas, d'être conscients de la nécessité de se conduire en bon chrétien, quand bien même la définition du bon chrétien était très mouvante, mais aussi de leur responsabilité au sein de la société du monde dans lesquelles ils ou elles vivaient, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de processus d'étâtonnement, des retournements, etc. Et ça a aussi eu à voir avec la langue dans laquelle ces textes ont été écrits, elle-même en développement, mais participant intégralement à la formation progressive de nouvelles pratiques discursives et sociales. Donc, si j'ai entrepris cette expédition au cœur de la fabrique de l'anglais, c'est vraiment parce que j'ai souhaité montrer que pour comprendre une société et ses évolutions, l'historien et plus généralement le chercheur en sciences humaines doit prendre en compte la langue et la littérature, ou plutôt les langues et les littératures, non comme des reflets ou des illustrations de la société dans lesquelles elles s'inscrivent, non comme des entités atemporelles et parfois sacralisées, mais vraiment comme des éléments constituants de cette société et participant pleinement à ses transformations réelles et idéales. Je vous remercie. Et là, c'est à vous. Non, mais j'ajouterais, je pense que vous avez très très bien présenté et votre parcours et votre livre, mais pour, disons, pour mieux comprendre peut-être ce que vous avez dit, je crois qu'il faut revenir sur ce qu'est l'anglais, et peut-être on peut le faire en comparant avec le français médiéval, parce que les deux langues n'ont pas du tout la même chronologie. Les Anglais parlaient tout naturellement anglais à l'époque anglo-saxonne. Ce sont même des pionniers parce que avec les Islandais et les anglo-saxons sont quasiment les seuls à avoir écrit en langue. Irlandais. Oui, et les Irlandais, mais ils écrivent beaucoup moins. À avoir écrit dans leur langue et non pas en latin. Enfin, ils utilisaient le latin aussi, hein, mais beaucoup de textes étaient... le roi Alfred a fait traduire toute une série de textes importants en anglo-saxon pour que tout le monde puisse y avoir accès. Le problème, c'est qu'avec la conquête normande, tout ça a été très rapidement balayé. Sur le plan administratif, l'anglo-saxon a quasiment disparu en une vingtaine d'années, une trentaine d'années, au profit du latin et du français. Et puis, dans la bonne société, bien sûr, on a parlé français. Rappelez-vous que 5% des propriétaires de terres qui figurent dans le Domesday Book en 1086, c'est-à-dire une bonne vingtaine d'années après la conquête, 5% seulement sont des anglo-saxons. 95% sont alors, des francophones, plus ou moins, mais enfin plutôt des continentaux. Là-dedans, il y a des Flamands, des Bretons, alors je ne sais pas exactement ce qu'ils parlaient, mais enfin bon, et ils ne parlaient pas anglais, de toute façon. Donc la classe dirigeante a été totalement renouvelée. Et la méfiance à l'égard des anglo-saxons a fait que même au niveau de l'Église, on a promu des gens qui étaient francophones, même s'il y avait beaucoup de bâtards mi-anglo-saxons, mais bon, mariage, ou enfin bon, peu importe, nous n'étions pas là pour regarder ce qui se passait. Bon, donc la société s'est métissée, mais c'est le français qui est resté. Et c'est revenu encore plus fort avec Henri II, quand Henri II a développé la common law. Il a voulu que la langue de la justice soit le français. Pourquoi ? Parce que c'était la langue des seigneurs. Et c'était une idée démocratique avec plein de guillemets, parce qu'Henri II, c'est pas franchement un démocrate, mais enfin, l'idée c'était que tout détenteur de terre, enfin en tout cas tous ceux qui tenaient de la terre du roi, puissent aller plaider eux-mêmes en justice dans leur langue, qu'il n'ait pas besoin de passer par le latin des clercs. C'était effectivement une idée louable, mais ça a totalement manqué son objectif, puisque ce qui s'est passé, c'est que effectivement le français est resté la langue de la justice en Angleterre pratiquement jusqu'au XVIIIe siècle. Mais ce français-là a été détourné par la classe des juristes, qui en a fait un sabir à eux, qui était évidemment incompréhensible par le commun des mortels, même celui qui parlait très bien français. Ce qui donne aux Anglais des idées bizarres. Par exemple, Sergeant Fortescue, quand il vient en France, il dit « mais c'est incompréhensible ce pays ». Il parle un français mais épouvantable. Nous qui avons
garder le français des origines, nous parlons bien, et eux, c'est impossible, on ne comprend rien à ce qu'ils disent. Parce que, évidemment, les langues avaient divergé. Alors, ceci dit, par contre, c'est vrai, le français est là. Et tous les gens importants, ils doivent au moins employer le français. Chaucer a écrit en français, Gower a écrit en français, le duc de Suffolk, qui a fait prisonnier, qui a tenu prisonnier Charles d'Orléans, faisait des joutes littéraires en français avec lui. Et Charles d'Orléans répondait en anglais. Donc, vous voyez, dans la bonne société, on savait encore utiliser le français. Il a eu le temps d'apprendre l'anglais. Oui, il a eu le temps. Ceci dit, des 30 ans. ceci dit, si vous voulez, sur cette espèce de tabula rasa, il y a quand même un anglais écrit qui commence à reparaître. D'abord au niveau religieux, timidement, puis ensuite les premiers textes écrits en anglo-saxon, finalement d'un peu d'importance, ce sont des textes historiques qui ont fait leur apparition au début du XIVe siècle. Et vous voyez, c'est très lent. Alors ça c'est important, pourquoi? Parce que vous dites, les manuscrits, il y a souvent 2-3 manuscrits. C'est vrai que quand on compare les textes français et les textes anglais, les textes français, on a facilement, pour un texte, une diffusion moyenne, on va dire, on a facilement une quinzaine ou une vingtaine de manuscrits. Mais on travaille sur des périodes de 2-3 siècles. L'anglais, c'est quelque chose qui a commencé seulement, pratiquement, à être copié pour les textes que vous avez cités. L'Angland, par exemple, c'est le règne de Richard II, c'est-à-dire à partir des années 1380. Avant ça, il n'y a presque rien. Si, les textes historiques que vous n'avez pas évoqués, mais... Il y a beaucoup de romans, quand même. Oui, alors, mais les romans, par contre, le problème, c'est que pratiquement tous ceux qu'on a, il y a un exemplaire ou 2 exemplaires. Et par contre, on a une liste des romans qui ont disparu, qui est considérable. Parce que justement, ces textes sont relativement peu diffusés. C'est un autre problème. Les seuls textes qui sont très diffusés, c'est les textes hérétiques, les textes dollards. Ce qui est un autre mystère. Parce que quand même, une Bible, ça ne s'écrit pas comme ça. Les Bibles, ce qu'on appelle les Bibles parisiennes, qui sont des petites Bibles de poche, il fallait un peu plus d'1 an pour copier une Bible parisienne. Et 1 an par un clerc qui est un excellent scribe et qui sait son latin parfaitement. Donc on prenait quelqu'un qui a fait des études, qui était capable de copier ça. Donc les Anglais sont partis de rien, ils ont traduit la Bible, ils ont fait 2 traductions en fait, parce que la première s'est révélée incompréhensible, parce que Wycliffe estimait que l'ordre des mots, étant sacré, était intouchable. Alors, la première traduction, en gardant l'ordre des mots, c'est... Bon, alors la deuxième traduction était par contre beaucoup plus lisible, et il y a 250 manuscrits. Il y a du pour et du contre sur la conservation des manuscrits. C'est évidemment très utile. Beaucoup d'évêques, de nobles, voilà, ont des manuscrits de la Bible. Mais c'était très dangereux d'avoir chez soi des livres de l'art. Ça vous menait au bûcher si on arrivait à prouver que non seulement vous les aviez, mais que vous les avez lus. Certains des Lollards plaidaient « Oh, mais je ne sais pas lire, alors on m'a donné ce livre, je ne sais pas du tout ce qu'il y a. » Bon, voilà. Et j'ai trouvé personne pour me le lire. C'était la meilleure défense, il n'y en avait pas d'autres. Donc, les Bibles, c'est exceptionnel. Pour les autres textes, il faut savoir que la moitié des textes wycliffites que nous avons, ils sont dans les manuscrits de Bohême et d'Autriche. Pourquoi? Parce que c'est les Hussites qui les ont copiés, parce que ça a été la base théologique de leur propre hérésie. Il y a un fil qui va de Wycliffe à Jean Hus et de Jean Hus à Luther. Nous sommes vraiment dans le début du protestantisme. C'est vraiment une remise en cause complètement de l'Église grégorienne. Voilà. Donc, il y a du pour et du contre. Là aussi, les textes de Lollard, il y a souvent très peu de manuscrits. Si je puis me permettre, là, les très récentes recherches d'Elisabeth Soloporel sur le manuscrit, avec d'autres collègues, qui montrent quand même que sur les 250 manuscrits, il y en a peut-être un tiers qui ont été utilisés pour la liturgie. Oui, oui, bien sûr. Il y a des marques d'usage. Oui, oui, tout à fait. Ils ont été utilisés dans un contexte orthodoxe. Oui, oui, tout à fait. Dans l'Église. Beaucoup de propriétaires de manuscrits sont des évêques ou des archidiacres, enfin des personnages importants. Évidemment, c'était très commode d'avoir la Bible en anglais, c'était plus commode, même s'ils étaient tous très bons latinistes. Mais bien sûr, c'est plus facile. Donc voilà, il y a ce problème-là. Alors, après, il y a des textes exceptionnels. Si vous prenez le Conte of Canterbury de Chaucer, je ne sais plus, c'est 65 ou 70 manuscrits, je crois que c'est le texte pour lequel il y a...
il y a le plus de manuscrits, Langland est très bien représenté, les textes de Lightgate sont très bien représentés, mais vous avez 3-4 auteurs, hein, sinon ça ne va pas très loin. Alors, c'est un autre problème qu'on pourrait résumer comme ça. Il n'y a pas d'université à Londres. Donc, il n'y a pas des libraires partout qui publient énormément. Il y a un petit groupe de libraires qui font de l'édition commerciale. Par exemple, les poèmes de Lightgate ou de Hoocleve, enfin, les 2 ou 3 auteurs que vous avez cités. Alors, ils fabriquent des recueils et puis ils en font 3, 4, 5 exemplaires. Enfin voilà, il y a quelques exemplaires qui sont faits. Il n'y a pratiquement pas d'éditeurs, éditeurs-imprimeurs dans les villes de province. Lightgate a une très bonne diffusion, mais pourquoi? Parce qu'il a transformé sa propre abbaye en scriptorium, c'est-à-dire qu'il fabriquait la diffusion de ses textes. C'est un homme, il était aveugle, donc vraiment c'était toute sa vie, et il a fait ça de façon très continue. Donc, où naissent les textes? Où sont-ils diffusés? Alors, vous avez dit, à juste titre, c'est souvent dans des maisons nobles, des choses comme ça. Mais c'est parfois des familles de la gentry, pareil. Et très souvent, c'est parce que le seigneur est à la guerre de 100 ans, et madame s'ennuie, et son clerc, son chapelain, ou un cousin qui a fait de vagues études est là, et donc pour ce petit groupe, on va écrire des textes. Alors, ils se diffusent dans le voisinage, alors d'où l'aspect souvent très dialectal de l'anglais, parce que c'est le Norfolk ou c'est le Yorkshire, et alors on a au plus 5-6 manuscrits, et ces textes-là, il est rare qu'ils puissent atteindre les marchands de livres de Londres. Il y en a quelques-uns. Il y a un cas intéressant, par exemple, c'est les traductions de John Trevisan, qui est un très grand traducteur. Donc, on soupçonne peut-être d'avoir participé à la Bible. On n'a jamais pu trouver. Oui, mais c'est très vraisemblable. Mais il a traduit une encyclopédie, une chronique universelle. Et évidemment, il y a un texte où il discute de ça avec son seigneur, donc Thomas Berkeley, qui lui allait à Londres. Une fois que son traducteur avait fini, aller avec sa copie sous le main à Londres, voir justement les quelques éditeurs, libraires qu'il y avait, parce que les stationers, donc l'équivalent des libraires, se forment quand même en guilde en 1404, donc c'est qu'il y en a quand même déjà quelques-uns. Et là, il va faire sa pub et sa communication à Londres, et ça a marché d'ailleurs, parce que, alors à part la chronique, qui a pas... la chronique a très bien marché, la chronique universelle a très bien marché, mais par contre, un texte pourtant fondamental, Gilles de Rome, le De Regimine Principum, qui est un texte qui a en France très très bien marché. Là, il y en a un seul exemplaire, peut-être parce qu'il a eu effectivement beaucoup de mal à le traduire. Bon, voilà, c'est des exemples pour montrer que... Et de la même façon, la révolution de l'imprimerie en Angleterre, ça a été très tardif, parce que les imprimeurs, Caxton a commencé à travailler à Bruges, et même peut-être à Cologne, avant d'aller à Bruges, et c'est après seulement, il était enregistré comme épicier. Parce que les épiciers... Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un système complexe. Les Anglais vendaient du blé, de la laine. Ils vendaient la laine aux foires qui passaient par Calais. C'était un monopole, mais ils n'avaient pas le droit de ramener de l'argent. Donc il fallait qu'ils trouvent un produit ou des produits pour ramener en Angleterre et se repayer de la laine qu'ils avaient vendue. Donc voilà, il a commencé comme ça, et c'est lui qui a vraiment compris ce que c'était. Les 2 autres, c'est Wynkyn de Worde, qui est un flamand, qui est arrivé un peu après, et le 3e, c'est un français, que j'ai comme étudiant dans Studium, Richard Pinson, qui était un Rouennais, et qui s'était habillé à Rouen comme imprimeur d'abord, pour tous les textes religieux. Le marché anglais est un petit marché, c'est pas grand l'Angleterre, c'est quoi, en 1500, 3 millions, 4, on va dire 4 millions, voilà, c'est tout petit. Ça ne se compare pas avec les 20 millions de la France à l'époque. Donc c'est un petit marché,
Et bon, les livres, par exemple, tous les livres à l'usage de Salisbury, qui sont les ouvrages utilisés dans la liturgie anglaise, ils ont longtemps été produits à Rouen ou en Flandre. Et à la fin, quand même, Pinson décide d'aller en Angleterre et il va devenir un imprimeur, un des principaux imprimeurs anglais. Mais ça commence tout doucement, parce qu'évidemment, si vous voulez imprimer, je ne sais pas moi, les commentaires sur la guerre des Gaules de Jules César, il vaut beaucoup mieux avoir sa presse soit en Italie et diffusée dans l'Italie humaniste, soit à Cologne et Mayence où vous avez des ouvriers remarquables et où on sait parfaitement faire ça et les diffuser par le Rhin à travers toute l'Europe. Et qui plus est, les marchands qui vendaient de la laine ramenaient des livres, rapportaient des livres aussi comme ça justement, parce que c'était des produits de luxe et que c'était pratique à rapporter. Ça ne prenait pas trop de place. Oui, donc l'imprimerie anglaise, finalement, c'est le protestantisme qui lui a donné son envol et qui lui a permis de se débarrasser complètement de la concurrence continentale. Voilà, juste quelques petits éclairages que je pourrais ajouter à ce que vous avez dit. Oh, c'est passionnant tout ça. Merci. C'est une question plus longue. La Magna Carta a été rédigée en anglais. Alors, la Magna Carta, alors c'est un joli problème, la Magna Carta. Figurez-vous qu'elle a été rédigée en latin, mais elle devait être lue en français. Et on a un seul texte français qui vient d'un hôpital ou d'une léproserie, je ne me souviens plus très bien, de la région de Caen. Donc, où quelqu'un a... Mais elle a été traduite en anglais. J'ai vu. Alors, après, c'est beaucoup plus tard. Au moment de la Magna Carta, elle a été faite en latin. Et on l'a traduite en anglais et en français d'ailleurs, dans les collections de statuts, ce qu'on appelle les statuts. Alors ça, c'est aussi une particularité, c'est une des choses qui a aidé malgré tout l'imprimerie anglaise. Vous savez ou vous ne savez pas que le Parlement, chaque session du Parlement aboutit, c'est pas comme en France aujourd'hui, hein, eux, ils arrivent à un texte. Et à chaque session, il y a une série de statuts qui est publiée. Et donc ces statuts ont été réunis en collection. D'abord les Statuta Antiqua, qui sont les statuts du règne d'Édouard Ier et d'Édouard II. Puis à partir d'Édouard III, on a les Nova Statuta, les statuts nouveaux. Alors ces collections ont été, comme tous les grands textes dont on en a besoin, à leur tour traduits en anglais, en français. Et là, il y en a des nombres de manuscrits considérables. Moi, j'ai fait une recension de ces, je ne suis pas le seul d'ailleurs, hein, de ces manuscrits, j'en ai pratiquement 700. Donc c'est énorme. Tous les juristes anglais, ils étaient obligés d'avoir ça chez eux, parce qu'on dit toujours, le droit anglais, c'est les précédents, non, les statuts, c'est-à-dire les lois du royaume, c'est la première source du droit anglais. Après, il y a les précédents, les jugements, etc. Et il y a l'équité, qui va chercher dans le droit romain, en fait. Bon, mais les statuts, alors ça, les statuts, il n'y avait personne sur le continent pour publier ça, hein, franchement. Surtout que c'est très compliqué parce que, ou bien on publie la collection complète, c'est très cher, c'est gros, ou bien on publie les fascicules chaque année, où pratiquement il y a une réunion annuelle hein, du Parlement, parfois 2 ans, enfin bon. Et les juristes, après, ils reliaient tout ça. Il leur en manque souvent dans les manuscrits des statuts, c'est assez confus, hein, mais voilà. Ça, c'est typiquement anglais. Et là, il y a du français et de l'anglais. Alors, il y a une grande différence aussi entre l'Angleterre et la France, c'est qu'en France, on a fait systématiquement traduire la monarchie, s'est préoccupé systématiquement de faire traduire des textes importants en français. On parle toujours de Charles V, mais ça commençait bien avant. Il y a une étude qui est en cours en ce moment par Corinne Lebleu-Teixeira, une collègue d'Orléans, et puis d'autres personnes, qui ont montré que dans les années 1250, dans l'entourage de Saint-Louis, des gens de la cour, qui étaient des scribes, enfin des gens qui travaillaient dans l'administration, ont traduit le corpus justinien. Donc tout le droit romain, ils l'ont traduit. Ça a eu très peu de diffusion. Mais il y a quelques manuscrits qui sont des très beaux manuscrits. On voit bien que c'est une commande officielle et qu'on y a mis vraiment tout l'argent qu'il fallait hein, pour avoir les gens qui fassent ça. Après, ça a perdu son usage parce que
ce qui se passe dans les années 1250, c'est que ces gens-là sont effectivement des laïcs. C'est les gens qui ont fait les copies des usages, le livre de Plaine Normandie, Philippe de Beaumanoir, par exemple, que tout le monde connaît. Enfin, c'est ces gens-là qui n'étaient pas des grands latinistes, ils n'étaient pas passés par les écoles, ils n'étaient pas passés par l'université, ils savaient du droit qu'ils avaient appris sur le terrain, ils travaillaient sur le droit coutumier, mais ils voulaient savoir les fondements du droit. On leur a traduit tous ces textes-là. La génération d'après, ils sont tous allés à Bologne, et puis il y a une faculté de droit à Orléans, il y en a une faculté de décret à Paris, et ils n'ont plus besoin de textes traduits qui coûtent cher, ils prennent leur corpus justinien et ils le lisent couramment. Donc ce sont des traductions inutiles. Mais vous savez où ils ont atterri, ces manuscrits? Dans les maisons nobles anglaises. Et il y en a... c'est toujours l'usage des traductions. Foronda a invité dans le séminaire que nous avons de codicologie, le collègue espagnol dont le nom m'échappe, c'est l'âge, mais qui a montré que les traductions de la Bible en Espagne, il y a des traductions de la Bible, elles sont interdites, comme en France. Mais chaque maison noble se fait faire sa traduction qui est gardée secrète. Donc, alors là, il y a un manuscrit ou deux manuscrits. Et il y en a 4, 5, les grandes familles de la Hidalga ont c'est quasiment un livre secret. Alors ils ont la Bible latine, bien sûr, mais quand ils veulent comprendre vraiment ce qui se dit, ils vont regarder leur traduction. Tout dépend de l'usage social. Avant l'imprimerie, elle était... Avant l'imprimerie... Oui, bien sûr, c'est la culture manuscrite qui fait ça. C'est comme, paradoxalement, les manuscrits qui sont copiés très très tardivement, bien après l'imprimerie. Il y a énormément de textes alchimiques. Moi, j'ai 2 textes alchimiques dans mon corpus, par exemple. Ils datent des années 1470, donc c'est déjà relativement tard. Mais dans les 2 cas, chacun, il y a entre 20 et 30 manuscrits, certaines diffusions quand même, pour des textes secrets. Mais c'est des manuscrits du XVIe, voire du début du XVIIe siècle. Parce que justement, c'est une science du secret, donc on préfère la copier, se la transmettre, plutôt que de la faire imprimer. Et c'est imprimé beaucoup plus tard, au XVIIe. Oui. Une question sur un autre thème. Vous avez parlé de la poésie religieuse tout à l'heure, en évoquant de la poésie politique, pardon, tout à l'heure, en évoquant le rôle de la religion. Dans ces poésies religieuses, qu'est-ce qu'on peut dire sur la présence de la religion dans les poésies politiques? Alors, une poésie politique, c'est un raccourci que j'ai fait, parce que c'est quand même un peu fourre-tout, il faut reconnaître. Là, parce qu'il y a des grands poèmes qui ont une teneur politique, mais qui sont bien plus que ça. Je pense aux textes de Chaucer, Gower, Wycliffe, qui ont une matrice politique, mais qui parlent de plein d'autres choses, y compris de religion, etc. Et il y a des très courts poèmes qui en général, eux, n'abordent qu'une seule thématique, soit religieuse, soit politique, soit sociale, etc. Mais pour qui sont plus des poèmes de circonstances en général, composés pour un événement particulier, on en a beaucoup. C'est-à-dire c'est toujours pareil, il y a le problème de la conservation, c'est-à-dire qu'on a 1 ou 2 manuscrits, mais on peut avoir 10, 20, 30, 40 poèmes dans le même manuscrit, ou l'avoir dans un manuscrit qui a été copié par une famille, justement, qui a rajouté 2-3 poèmes dans un coin parce qu'il ne fallait pas gâcher, vu le coût du parchemin ou du papier. Donc voilà, ils sont un petit peu partout, etc. Et ils sont extrêmement intéressants à étudier, mais bon, là j'ai plus étudié des grands poèmes, parce qu'effectivement, dans la première moitié du 15, fin 14e, première moitié du 15e siècle, c'est une spécificité anglaise que d'écrire beaucoup la politique en vers. Et notamment, je pense à Thomas Hoccleve, pour ne prendre qu'un seul exemple, qui est une adaptation à la fois une adaptation du Miroir au Prince, latin, y compris le De Regimine Principum de Gilles de Rome, qui est plus important, mais qui est beaucoup plus facile à lire que la version de Trévilla. Mais il aborde aussi des problèmes, donc il aborde évidemment les problèmes du bon gouvernement, etc. Mais il aborde aussi des problèmes, parce que c'est en pleine hérésie lollarde, il répond aussi aux lollards en disant il faut écrire en anglais, parce qu'il y avait ce problème aussi, ça on ne s'en rend pas compte, mais du coup, le fait que les lollards aient traduit la Bible et aussi fait diffuser d'autres textes
anticléricaux ou hérétiques, franchement hérétiques, ça a provoqué une réaction des autorités ecclésiastiques contre l'anglais, et notamment ce qu'on appelle les célèbres constitutions de l'archevêque Arundel en 1407-1409. Donc, à l'époque, il y a une trentaine d'années, certains chercheurs ont dit il n'y a plus d'anglais après ça en Angleterre, l'anglais du 15e c'est nul, c'est même pas la peine de l'étudier. Bon, on en est revenu, parce qu'évidemment, les jugements tranchés, on en revient. Mais cela dit, ça a posé, c'est aussi quelque chose que j'explique dans mon livre, cette difficulté il faut d'autant plus se justifier d'écrire en anglais à cause des lollards, pour dire, vous voyez, on écrit en anglais, mais on est orthodoxe. Faut pas c'est tout à fait, il faut quand même écrire, d'où les multiples processus justement de justification par le prince, par Dieu, par n'importe qui, voilà, donc il y a... Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que même dans les poèmes politiques, donc on trouve des éléments religieux entre guillemets, mais parce que de toute façon, tout est religion. On est dans une société qui est totalement chrétienne. Donc il y en a forcément. Cela dit, ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est que dans des textes religieux, on trouve du politique. Par exemple, dans des textes hagiographiques. Et les Anglais ont plusieurs rois en plus martyrs. Donc ça, c'est toujours l'occasion d'écrire au passage, hop, quand on écrit une hagiographie d'un roi saint, il y a souvent matière à faire un peu de politique là-dedans quand même. Donc, mais ça marche dans les deux sens. Voilà, mais Ça tient aussi un peu... Juste Oui. On pourrait parler d'une société politico-religieuse, c'est ce que dit Godelier, mais c'est le terme qu'il emploie. Ouais, c'est plutôt religieux politique. Hein, mais, religioso-politique. Oui, là je renvoie vers les travaux de mon ami et collègue Guéraud, hein, qui fait valoir que la religion, c'est un mot moderne. C'est un mot du XVIIIe siècle. On commence à parler de religion au sens où nous parlons de religion au XVIIIe siècle. La question ne se pose pas au XVe siècle. Tout le monde est chrétien. Alors, il y a bien sûr des hérétiques, il peut y avoir quelques libres penseurs, peut-être par-ci par-là, mais en général, la vie est difficile pour eux. Voilà, moi je préfère politique, parce que religieux, je comprends pourquoi Godelier dit ça, parce que c'est un anthropologue qui est habitué à brasser toutes les sociétés, toutes les époques, etc. Mais donc, pour revenir à ce que vient de dire Aude, l'aspect chronologique est très important aussi, parce que quand une langue commence à se diffuser, à devenir la langue, disons, d'une population générale, le moyen mnémotechnique pour que les mots s'impriment, c'est la poésie. On commence toujours par de la poésie, c'est vrai pour toutes les langues. Et on commence par de la poésie allitérative, qui fait résonner les mots, voilà, les mots rentrent. Puis après, on écrit de la poésie, puis après, on écrit de la prose, puis après, on écrit de la prose savante en allant chercher des mots dans le latin ou le grec pour trouver les équivalents à ce qu'on voit dans le monde. C'est ce que font les traducteurs de Charles V. Voilà. Mais avant eux, il y a eu tout ce travail. L'anglais du XIVe siècle, c'est pourquoi le poème qu'a étudié Aude de William Langland est si important. C'est un énorme poète, un poème allitératif. Et il y a eu un essai célèbre de Stephen Justice qui a montré que des fragments de ce texte se retrouvent dans les proclamations qui sont des affiches en fait, qui ont été traitées comme des poèmes politiques justement par les critiques jusqu'il n'y a pas longtemps. Mais donc maintenant on sait que ce sont des affiches, on a réalisé des affiches des paysans anglais pendant la révolte de 1381. Donc tout le problème est de savoir comment ces mots venus de l'esprit d'un homme qui était lui-même de culture latine, hein, même s'il écrit en anglais, comment ces mots sont passés à travers les couches, probablement par les sermons, hein, c'est comme ça qu'on voit les choses évoluer. Par les sermons, et puis aussi, je rappelle quand même que la révolte des paysans, qu'on n'appelle plus la révolte des paysans. Oui, parce qu'il y a aussi des cadres. Il y avait aussi des... Oui, mais enfin, il y avait beaucoup de prêtres voilà. de bas clergé, enfin pas bretons en l'occurrence, anglais. Mais justement, qui étaient des disciples qui n'avaient pas de bénéfices et qui n'arrivaient pas à gagner leur vie correctement, tout bêtement, parce que le système des bénéfices en Angleterre était parfois un petit peu brutal quand même. Pareil en France. En France aussi, mais voilà. Et donc ces gens se sont retrouvés,
c'était les années 1380, il y a des révoltes dans toute l'Europe. Hein, et pendant longtemps, on a dit oui, c'est social, c'est social, c'est social. Maintenant, on sait que c'est aussi politique, voire religieux. Culturel. Et culturel. Ouais. Parce que pourquoi les gens de Bury St Edmunds allaient brûler les abbayes de l'archive, les abbayes de l'archive, les archives de l'abbaye. C'était parce qu'elles avaient très bien compris que c'était ça que le droit écrit et qu'elles voulaient remettre les choses à plat au nom du roi d'ailleurs, parce que le roi n'était jamais attaqué, et donc c'était parfaitement politique. Tout se mêle, donc effectivement c'est pas étonnant que le poème de Langland a circulé très tôt, bien avant... Au nom du roi et du Christ. Au nom du roi et du Christ. Et du Christ, hein, bien sûr. Donc voilà, donc c'est pas étonnant que ça ait circulé dans... Et puis les sermons, effectivement... justement, ces prêtres-là faisaient des sermons qui pouvaient enflammer les foules dans un sens ou dans un autre. Non, moi je suis excellente. Les auditeurs d'abord. C'est gentil. Je me pose des questions du coup sur les premières traductions en anglais de la Bible, alors, puisque comme si j'ai bien compris, elles étaient interdites et cachées dans les familles. En fait, est-ce que c'était vraiment des initiatives particulières de Wycliffe et je ne me souviens plus de la première traduction compréhensible. Alors, Wycliffe, c'est le théologien qui a inventé l'hérésie, donc dans les années 1370. C'était un théologien d'Oxford. Il a rassemblé une équipe, c'est des universitaires qui ont traduit la Bible. Mais c'était pas interdit, enfin, c'était une commande. C'était pas encore interdit. Oui, parce que c'était regardé avec énormément de méfiance. Voilà, mais elle n'était pas encore passée au pilon, entre guillemets. Enfin, voilà. La censure, c'est en 1382, je crois, le premier concile. Oui. Mais Wycliffe est mort dans son lit, sans problème. Wycliffe est mort dans son lit parce qu'il avait des protections fort élevées. En fait, manifestement, justement, la copie des Bibles a été faite de manière, je dirais pas industrielle, mais dans des ateliers clandestins. Parce que les premiers manuscrits, et il y en a vraiment des dizaines et des dizaines au tournant des 14e et 15e, sont standardisés. Donc, clairement, il y avait des ateliers clandestins, c'était pas copié au fond de la cuisine. Voilà. Et c'est après, du coup, que l'anglais a commencé à avoir des problèmes. Donc voilà, les constitutions d'archevêques, elles datent de la fin des années 1400. Oui, il faut quand même... Mais les copies ont continué. Oui, la raison quand même, c'est qu'il y avait un aspect important du programme de Wycliffe, qui était la confiscation des biens de l'Église au profit de l'aristocratie. Inutile de vous dire qu'il y a beaucoup de membres de l'aristocratie qui étaient extrêmement favorables au programme de Wycliffe. Le problème, c'est que Wycliffe était un homme extraordinairement têtu, c'était un réaliste sur le plan philosophique, donc il a voulu se mêler du problème de la présence divine dans l'Eucharistie. Et là, il a pris des positions qui étaient effectivement hérétiques. Donc quand les sommités de l'épiscopat anglais sont allés voir le roi, et ça, vous ne pouvez pas cautionner ça. Et le roi a regret, parce que son oncle Jean de Gand, enfin le célèbre Jean de Gand, le duc de Lancastre, c'est lui qui protégeait Wycliffe, c'est lui qui l'avait amené. Il y a eu un concile à l'église de Londres, et Wycliffe était apparu, suivi des hommes de Jean de Gand et du comte de Northumberland avec sa grande épée au milieu de la cathédrale, qui l'avait fait asseoir, etc. Et donc le tribunal qui était censé le juger. Voilà, Anne Hudson parle de la réformation prématurée. C'est-à-dire on est passé très près d'une réforme, parce que les circonstances pour l'Église sont terribles à ce moment-là. Nous sommes en plein grand schisme d'Occident. Cette première traduction, c'est la date, excusez-moi, c'est dans les années 1380. Oui. Merci. Ça a commencé dans les années 70. Ça a pris un peu de temps quand même. Les manuscrits ont été copiés jusque vers 1450, 1420. Oui, c'est 1450. Oui, 1450. Oui. Et en fait, la version littérale n'a pas circulé. Il doit y avoir quelques manuscrits. On sait qu'elle a été faite, mais
Mais il n'y avait pas que ça, hein. Il y avait la traduction Oui, ils ont traduit des commentaires sur les psaumes, les traductions de Saint-Augustin, enfin, il y avait toute une série, toute une bibliothèque qui est vraiment faire une bibliothèque de théologie en anglais. Donc c'est assez ambitieux quand même. Et est-ce qu'on peut parler à cette époque-là d'anglicanisme? Alors, disons que c'est pas tout à fait comme le gallicanisme, mais les rois, depuis très 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 longtemps, CF, le meurtre de Becket au XIe siècle, ont toujours été légèrement tatillons envers leur clergé, on va dire ça comme ça. Mais en même temps, ils en avaient besoin, parce que de toute façon, le haut clergé, les évêques, c'est quand même, ils avaient un rôle extrêmement important dans les élites, et qu'accessoirement, c'est aussi eux qui étaient les administratifs. Donc, parce que l'administration, elle commence la laïcisation de l'administration ne commence vraiment qu'à la fin du XIVe et au XVe siècle. Avant, c'est que des clercs. Donc il faut quand même les ménager un petit peu. Mais disons qu'il s'est déjà accroché avec le pape, ils sont déjà accrochés avec le pape un nombre de fois. Il se réserve les bénéfices de beaucoup de choses. Il lutte contre ce qu'on appelle les aliens, c'est les prieurés étrangers pour récupérer tout ce qu'ils peuvent. Enfin, ils sont déjà... voilà, c'est pour ça qu'ils ont aussi entendu Wycliffe d'une oreille tout à fait bienveillante en ce qui concerne la confiscation des biens temporels de l'Église. L'argument massu de Wycliffe, c'est où est le mot pape dans la Bible? Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Donc il n'y a pas de pape. C'est une invention. En fait, le roi d'Angleterre, comme le roi de France d'ailleurs, marchande sans arrêt avec le pape. C'est-à-dire que le pape lui accorde le droit de nommer un certain nombre d'évêques, de chanoines, etc. Il lui accorde le bénéfice. Par exemple, quand un évêché est vacant, le roi empoche 2 ans ou 3 ans en attendant pour nommer un évêque. En France, c'est pareil. En France, les universitaires parisiens sont farouchement gallicans. Ils veulent défendre les privilèges de l'Église gallicane contre la papauté. Mais c'est exactement la même chose. Les concordats français sont faits exactement pour... Alors la pragmatique sanction, quand Louis XI n'est pas content, il fait adopter la pragmatique sanction, puis il dit bon, ça va trop loin, je relance, on fait un accord, puis le pape commence à bouger, on ressort la pragmatique sanction, et c'est tout le temps comme ça. Hein. Donc c'est des négociations. Alors le problème c'est que, effectivement, pendant le grand schisme, évidemment les Français ont pris parti pour un pape et les Anglais pour l'autre. Hein. Donc là, c'était logique. J'ai 2 petites questions. Alors la première recoupe en grande partie celle que vous avez posée, mademoiselle, à savoir qui traduisait ces textes de la Bible en anglais, puisque c'était interdit, vous avez répondu. C'était des universitaires, juste une question afférente à ça. C'était qui ces universitaires? Ils venaient de quel milieu? Ils venaient de la noblesse? On a des éléments Vous posez des questions. On ne sait pas. Non, ce sont des étudiants à Oxford. Bon. Qui viennent de quel milieu sociologique? Alors, c'est difficile de répondre parce qu'ils viennent de tous les milieux, je vous répondrai. Il y a plusieurs voies d'accès à l'université. Il faut normalement, quand on entre à l'université à l'âge de 14 ans, souvent 14-15 ans, il faut déjà parler le latin normalement, puisque tout l'enseignement va être en latin. Donc il faut qu'ils aient suivi un enseignement avant. Alors ça peut être dans ce qu'on appelle des grammar schools, enfin c'est le terme qu'on emploie, mais ça ne correspond pas à grand-chose. Elles sont souvent municipales, mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis il y a des écoles auprès des monastères, et puis auprès des cathédrales. Enfin, il y a une façon pour les gens, par exemple, des gens d'origine paysanne, il y en a beaucoup. Hein, des gens l'exemple célèbre, c'est le chancelier de Paris illustre, Jean Gerson, un fils de paysan illettré. Hein. C'est des garçons. C'est en pensant à ça que je posais la question. Oui, c'est des petits garçons qui ont une jolie voix et donc qui sont recrutés pour les chorales. Alors, il ne faut pas oublier que dans tout ça, il y a énormément de musique. Beaucoup des poèmes de Aude, ce sont des carols ou des chansons et c'est comme ça qu'ils se diffusent. Hein. Surtout en Angleterre. Oui, encore plus qu'en France. La chapelle. Et donc les grandes chapelles des cathédrales ont comme ça des groupes. À Paris, à le sien, il y a une école des enfants de chœur qui est
tout au bout de l'île de la Cité, là, la pointe qui regarde vers l'île Saint-Louis, c'est là qu'ils ont leur terrain de jeu. Et donc, ceux qui... Alors là, on leur apprend le latin, bien sûr, on leur apprend ce qu'il faut pour pouvoir chanter, on leur apprend également des mathématiques, parce que n'oubliez pas que la musique d'église de cette époque, qui est magnifique, mais c'est une musique qui est fondée essentiellement sur des combinaisons numériques. Hein, et d'autant plus en Angleterre, encore peut-être plus. Donc, avec des trucs à 42 voix, 50 voix, enfin, une complexité assez affolante. Donc, ceux qui sont bons, après, on garde un œil dessus et on les envoie à l'université. Parce qu'on sait qu'on va avoir besoin de gens de qualité et ils sont formés dans les collèges. Et de 14 à 19 ans, ils vont faire la licence puis la maîtrise en SAR. Qui leur permet de faire tout ce qui est logique, philosophie, philologie, enfin tous ces aspects-là. Puis à partir de 20 ans, ils peuvent aller vers des facultés soit plus nourrissantes, c'est-à-dire le droit, bien sûr, soit plus sérieuses, c'est-à-dire la théologie. On peut ajouter que les Anglais ont bien suivi les recommandations du Concile de Latran IV en 1204, qui recommandait, qui essayait de diffuser une éducation chrétienne de base à tous, pour justement lutter contre les hérésies aussi, d'ailleurs. Et en Angleterre, il y a eu vraiment une politique très soutenue des évêques au XIIIe siècle, d'où la traduction d'énormément de poèmes religieux en français, aussi pour la gentry, la petite et moyenne noblesse, etc. D'où effectivement la multiplication des écoles élémentaires. Et là, on pouvait déjà commencer à repérer. Oui. À Berkeley, par exemple, on a parlé de Berkeley à cause de Treviso. Il y a une école qui a été fondée par le lord local, qui a créé une école pour les enfants. C'est ce qui explique aussi, c'est le revers de la médaille, c'est que tous ces clercs qui sont à l'université, on leur donne des bénéfices pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et mener leurs études. Acheter un livre, par exemple, ils achètent des livres, ils sont obligés, mais un livre, ça coûte une fortune. Je disais à mes étudiants, en gros, un livre bien fait, un bon livre de droit, c'est le prix d'un très beau cheval. Je disais aux étudiants, vous choisissez entre une Ferrari et puis votre manuel. Voilà, c'est à peu près, oui. Donc voilà, il faut des moyens. Alors, on leur donne des bénéfices, mais à charge pour eux de payer un remplaçant sur place. C'est-à-dire dans leur paroisse de campagne, ils touchent leurs revenus, mais ils nomment un vicaire, et ils le payent. Alors le vicaire, il est payé au lance-pierre, inutile de le dire. Et donc le vicaire, c'est n'importe qui. C'est pour ça que dans les visites que font les évêques dans les paroisses, ils sont écœurés parce que sans arrêt, ils trouvent des types qui ne savent même pas lire. Voilà, et qui sont prêtres et qui sont censés éduquer les fidèles. Donc oui. C'est le revers de la médaille. C'est le revers de la médaille. J'avais une petite question complémentaire sur le... Vous avez fait allusion au rôle des femmes à un moment donné avec la littérature, c'est possible de développer? Qu'est-ce qu'elles faisaient? Alors, déjà au niveau aristocratique, elles commandaient des ouvrages, oui, des traductions, ou des poèmes, ou des... donc c'était commanditaire. Ensuite, elles en faisaient copier. Et puis ensuite, elles entretenaient des... Donc, toujours au niveau aristocratique, c'est principalement la noblesse. Alors, on n'a pas précisé que la noblesse en Angleterre, il faut... quand on parle de noblesse anglaise, en fait, on ne parle que de la noblesse titrée. La nobility. Sauf qu'en France, on a l'habitude de mettre tout le monde dans la noblesse, du petit chevalier qui gagne 10 livres par an au prince de sang. En Angleterre, la noblesse titrée est une partie distincte de l'aristocratie et se distingue notamment de la gentry, qui est la petite et moyenne noblesse. Et donc là, il y a quand même une rupture, parce que la gentry, de même que les élites marchandes, elles poussent énormément à ce qui est des livres en anglais. C'est eux surtout que ça intéresse. Parce que l'aristocratie continue à lire principalement en français, parce qu'ils les ont dans leur bibliothèque déjà depuis longtemps, et puis quand ils font commander des livres, Édouard IV faisait commander des somptueux manuscrits en français encore, à la fin du XVe. Donc voilà.
parce qu'il y avait, ça restait une langue justement prestigieuse, courtoise, etc. Mais donc les femmes, voilà, et en plus après, elles tenaient salon, entre guillemets, on lisait à haute voix des livres, etc. Et elles avaient aussi des liens avec les nonnes, qui elles aussi avaient une culture d'ivresse, etc., donc là, du côté dévotionnel, etc. Et donc il y avait des espèces de communautés, mais entre laïques et ecclésiastiques et religieuses. Donc voilà, il y a tout un... Et donc on a très nettement réévalué leur niveau de littératie. Pour tout le monde, on l'a réévalué, mais pour les femmes particulièrement. Elles étaient très attachées à leurs livres de prière et à leurs livres d'heures. On a beaucoup de transmissions de mère en fille. J'ai une autre question. Vous pouvez parler de démographie, parce que 4 millions dans ce qui est aujourd'hui Angleterre et 20 millions en France, c'est les chiffres que vous avez cités tout à l'heure. Je n'avais absolument pas en tête cet écart, il est colossal. Et c'est tout dit l'Angleterre. Sans l'Écosse, sans le Pays de Galles, sans... Oui, là c'est sans l'Écosse. Hein. Oui. Enfin, c'est avec le Pays de Galles, mais sans l'Écosse. Mais avant la peste, c'était entre 6 et 8. Oui, enfin, selon les tout dépend du multiplicateur qu'on utilise. Parce que on connaît les nombres de feux. Mais on ne sait pas de combien de personnes il y avait dans le feu. Alors, est-ce que le feu, par exemple, il comprend les serviteurs ou pas? Vous voyez, des questions comme ça, c'est difficile de répondre. C'est très difficile de donner. Enfin, on peut donner que des ordres de grandeur. Par contre, la courbe, on la voit bien. Oui. Et puis surtout, la proportion entre la France et l'Angleterre, on la voit bien aussi. Alors, quand je dis une vingtaine de millions, c'est pas le royaume, hein, c'est la France dans ses limites actuelles. Le royaume, ça doit faire 16 millions, pas plus. C'est quand même bien plus grand que... Ah bah oui. Ah oui, mais c'est aussi bien plus grand en taille. Mais il y a plus de désert en France aussi. Massif central, on ne peut pas mettre grand monde. Hein, il faut bien les gens dans les landes du Yorkshire, on met du mouton, mais à part ça... La blague au début du XVe siècle, c'est qu'il y a plus de moutons que d'hommes en Angleterre. C'est ça. Après le laitiage, c'est vraiment 1410, 1420 là. Entre 1410 et 1450, c'est la période la plus creuse, hein, ce qu'on appelle le nadir. Les gens vivent bien, il ne faut pas être misérabiliste, parce que comme il n'y a pas beaucoup de monde, il y a à manger pour tout le monde. Les Anglais sont très contents quand ils viennent en France, ils sont horrifiés. Eux mangent de la viande à tous les repas. En France, les gens ne mangent que de la bouillie, ils n'ont pas les moyens de... Oui. Mais bon, ils ne sont pas très nombreux. D'ailleurs, ils en ont profité pour abolir le servage à ce moment-là. Sur le livre, ça a une conséquence quand même qui est un petit frein. C'est que comme il y a beaucoup de moutons en Angleterre, le prix du parchemin est bas, exceptionnellement bas, et donc ils ont été les derniers à utiliser le papier. Alors qu'en France, on est passé très vite au papier. Ça aussi, c'est un facteur important pour la diffusion de l'imprimerie. Vous voyez, il y a des avantages qui se retournent, et puis c'est plus compliqué chaque fois qu'on pourrait le penser. Si, c'est quand la prochaine fois que vous nous parlez de tout ça? Aude est en train d'écrire un livre, elle l'a quasiment fini, elle m'a dit, sur la gardée de Rose. Non, je ne l'ai pas quasiment fini du tout. J'ai commencé, je n'ai pas fini. Non, si en avril, si je fais une émission, mais avec un youtubeur, avec Nota Bene, pour ceux qui connaissent. Donc je reparle en avril. Et ce sera sur Twitch. Bon, merci d'être venu. Merci à vous surtout. Merci.